Dans l'actualité ce soir, l'incertitude après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les mutins appellent à une transition politique civile devant conduire à des élections dans des délais raisonnables. Pendant ce temps, la communauté internationale condamne ce coup de force des militaires. La CEDEAO dénie catégoriquement toute forme de légitimité aux putschistes et annonce la fermeture de toutes les frontières avec le Mali. Les mises en garde de l'opposition non affiliée dans 2 lettres ouvertes adressées au président du Faso et aux députés. Le professeur Abdoulaye Soma et ses camarades dénoncent le projet de modification du code électoral. L'approche serait non consensuelle et donc anticonstitutionnelle. Le projet qui est sur la table des députés en session extraordinaire depuis hier. Opération déstockage à la Société africaine de pneumatiques. Près d'1 milliard de francs CFA de commandes enregistrées. De quoi permettre à SAP Olympique de sortir un tant soit peu de la mévente qui plombe ses activités. Bonsoir, soyez les bienvenus à cette session d'information. On prend tout de suite la direction du Mali. Le Mali où les choses sont allées très vite hier. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné après son arrestation par l'armée. Aujourd'hui, c'est l'incertitude dans le pays. Les militaires appellent à une transition politique civile. Nous sommes en ligne avec un journaliste malien depuis Bamako. Bonsoir Mohamed Danyoko. Bonsoir Caroline, bonsoir. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance aujourd'hui à Bamako, mais aussi dans les autres villes du Mali? L'ambiance plus particulièrement à Bamako et à Kati, puisque ce sont ces 2 villes-là qui sont vraiment concernées par tout ce qui se passe depuis hier. Et aujourd'hui, à Bamako, c'était le calme. Les gens étaient un peu apeurés, donc du coup, beaucoup de personnes ne sont pas sorties. Les quelques rares personnes qui sont sorties ont pu vaquer tranquillement à leurs occupations. Il n'y avait pas de scène en ville, il n'y avait pas de tir. Mais un tour en ville, on a pu constater quelques regroupements du mouvement, des militants du mouvement du M5 qui s'étaient réunis au pied du monument de l'indépendance pour, disent-ils, soutenir l'armée. Sinon que dans l'ensemble, c'était vraiment le calme et beaucoup de peur aussi chez certains. C'est pourquoi ils ne sont pas sortis. Mohamed Danyoko, on a entendu parler de blessés et de morts. Qu'en est-il exactement? Effectivement, certains médias, notamment internationaux, ont annoncé des morts parce qu'à l'hôpital de Gabriel Touré, il était annoncé que 4 personnes atteintes de balles ont succombé à leurs blessures. Et donc, cette information a été relayée par certains médias. Mais il y a moins de 2 heures, nous étions au camp Sundiata de Kati, la base des militaires, et leur porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouadé, a dit devant toute la presse nationale et internationale qu'il n'y a pas eu de morts ni de blessés, ni du côté des civils, ni du côté de l'armée. Donc, pour l'information officielle en tout cas, qui a été donnée par l'armée ce soir même, c'est qu'il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Et les nouvelles de Ibrahim Boubacar Keïta, est-il toujours entre les mains des militaires? Effectivement, Ibrahim Boubacar Keïta, son premier ministre, et tous ceux-là qui ont été mis aux arrêts, notamment les hauts gradés, hier sont toujours aux mains de l'armée, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à présent, tout n'a pas encore été fait et rien n'est encore clair, en tout cas en ce qui concerne la mise en place du collège, puisque l'armée entend mettre en place une transition civile politique et donc il faudra peut-être mettre tout ça en place avant de songer à la libération du président de la République et de son premier ministre. Même si on sait que la France et des organisations sous-régionales de la CEDEAO, l'Union africaine, ont tous condamné en même temps ce mouvement et en tout cas demandent incessamment la libération du président et de son premier ministre. C'est ça qu'ils demandent, mais pour le moment, ils n'ont pas encore été libérés. Ils sont toujours à Kati, en résidence surveillée. Est-ce qu'on a une réaction officielle de l'opposition et du mouvement du 5 juin? Le mouvement du 5 juin et l'opposition, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils sont quelque part satisfaits de ce qui se passe parce que ce sont eux qui sont à l'origine, n'est-ce pas, on va dire de ce coup d'État, parce que depuis le 5 juin, les manifestations se sont multipliées, ce mouvement et puis l'opposition se sont mis ensemble pour manifester, pour demander la démission du président. En tout cas, ils prenaient une démission pacifique. On a vu que la démission est arrivée, mais elle n'a pas été aussi pacifique que ça. Donc,
leaders du M5 qu'on a pu avoir au téléphone ou même en interview se disent prêts à composer avec l'armée et saluent, n'est-ce pas, la démission du président de la République parce que, selon eux, le pays était pratiquement à la dérive avec des problèmes sécuritaires, des problèmes sanitaires, des problèmes d'économie et la corruption était assez grande. Donc aujourd'hui, l'opposition et le M5 sont preneurs de la main tendue par les militaires pour essayer de travailler avec eux pour conduire cette transition qui doit aboutir dans les plus brefs délais, selon les soldats, à l'organisation d'élections. Tout à fait, les militaires veulent une transition politique civile. Est-ce que vous voyez l'imam Dicko y jouer un rôle important? Il y a moins de 2 heures également, l'imam Dicko s'est prononcé sur son avenir. Il avait reçu des membres des militaires chez lui et ce qu'il a dit, je vous cite, il dit que sa mission à lui est finie et que désormais il va se consacrer à diriger la prière dans les mosquées comme il l'a toujours fait. Donc, à partir de la démission du président de la République, il estime, lui, Mahmoud Dicko, autorité morale du mouvement de Saint-Jean, que son militantisme est fini et qu'il ne mérite plus pour rien. Et désormais, il va retourner dans la mosquée qui est sa place originelle et conduire les prières. Donc, Mahmoud Dicko, on peut le dire aujourd'hui, d'après ce qu'il a dit, il n'est pas preneur ou il n'est pas partie prenante à une quelconque organisation qui sera mise en place dans les jours à venir. Pour finir, Mohamed Danyoko, est-ce que cette situation pourrait être favorable à la libération de Soumaïla Cissé? Parce qu'on a souvent reproché à Ibeka son inaction dans cette affaire. Oui, c'est l'attente de beaucoup de Maliens parce que ça fait plus de 180 jours aujourd'hui qu'il est entre les mains de ses ravisseurs. Ibeka l'avait dit en son temps, plusieurs fois, que Soumaïla se porte bien et qu'il sera libéré bientôt. Sauf que, avant que ce bientôt n'arrive, lui-même, il a démissionné. Donc, aujourd'hui, on fonde beaucoup d'espoir. C'est pourquoi un tour dans la vie, quand on demande des populations, les attentes sont grandes. Et parmi ces attentes, il y a logiquement la libération de Soumaïla Cissé. Maintenant, la question c'est qui détient Soumaïla, où est-ce qu'il est? On suppose que ceux-là qui vont, en tout cas, qui ont pris le pouvoir, vont reprendre le dossier à main, puisqu'il y avait une commission qui avait été mise en place, présidée par l'ancien Premier ministre, Youssouphi Maïga, qui était en train déjà de travailler à la libération de Soumaïla. On espère en tout cas ici que les militaires vont très vite prendre langue avec cette commission-là pour essayer d'accélérer la libération du chef de file de l'opposition, Soumaïla. Donc, dire que c'est possible, on peut l'espérer parce que la commission travaillait déjà. Et puisque ce sont des militaires qui sont venus aux affaires et qui connaissent aussi quelque part et le centre et le nord et souvent des mouvements qui opèrent dans ces zones-là, on espère que tout ça mis ensemble pourra jouer en faveur d'une libération très prochaine de Soumaïla Cissé qui, en tout cas, est très, très attendue par les populations maliennes. Merci Mohamed Danyoko pour toutes ces précisions. Les Maliens devront donc très prochainement retourner aux urnes pour des élections générales. Le Burkina Faso aussi est dans cette dynamique. La présidentielle et les législatives de novembre approchent. Et pour y aller sereinement, la majorité et l'opposition regroupées au sein du CEFOP sont unanimes. Il faut une révision du code électoral pour tenir compte de la situation sécuritaire. Hier, l'Assemblée nationale a ouvert une session extraordinaire. Le projet de loi portant modification du code électoral est à l'ordre du jour. Abdou Aziz Saré. L'ouverture de cette session extraordinaire fait suite à la lettre numéro 2020-1617-PM-CAP-DCI du 12 août 2020 du Premier ministre demandant la convocation de cette session conformément à l'article 88 de la Constitution burkinabé. Il sera question pour les députés au cours de cette rencontre de se prononcer sur 3 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Premier dossier, le projet de loi portant autorisation de ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile adopté à N'Djamena le 20 janvier 2012. Deuxième dossier, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'amendement à l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale adopté le 3 octobre 2018 à New Delhi, en République de l'Inde. Troisième dossier, le projet de loi portant modification de la loi numéro
2001/AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. La clôture de la session interviendra le mardi 25 août après épuisement de son ordre du jour. Et je voudrais demander en même temps aux honorables députés, les membres des différentes commissions qui ont été saisis, tant au fond que pour avis, les assistants parlementaires travaillent dans les différentes commissions, à avoir une certaine assiduité au travail, afin que nous puissions, en toute quiétude et en respectant aussi les délais, pouvoir délibérer sur ces 3 dossiers. Ce mercredi 19 août marque les 3 ans du décès de feu Salifou Diallo. Alassane Bala Sakandé demande à tous les députés ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de leur ancien président. Si le projet de modification du code électoral relève d'un consensus entre la majorité présidentielle et le chef de file de l'opposition politique, il y a une 3e voie qui se veut discordante, celle de l'ONA, l'opposition non affiliée. Elle estime qu'il n'y a pas eu une large concertation qui inclut toutes les couches de la société burkinabé. Dans 2 lettres ouvertes adressées aux députés et au président du Faso, l'ONA du professeur Abdoulaye Soma dénonce une pratique anticonstitutionnelle et invite à une interruption du processus engagé. La synthèse de Rémi Lambert-Nibier. Toute modification du code électoral avant de larges concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation sera anticonstitutionnelle, prévient l'ONA, l'opposition non affiliée dans ses lettres ouvertes au président du Faso et aux députés de l'Assemblée nationale. Pour l'ONA, l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001 conforte juridiquement sa position. Cet article dispose en effet qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Pour l'opposition non affiliée, ce préalable n'a pas été respecté dans le contexte burkinabé. Elle estime que l'accord obtenu entre l'APMP et le CEFOP ne saurait être taxé d'accord issu d'une large concertation, puisque ne l'ayant pas impliqué, encore moins les OSI, les syndicats, les FDS ou les autorités religieuses et coutumières. Modifier le code électoral sans une large concertation reviendrait donc, selon l'opposition non affiliée, à violer des lois claires et des principes démocratiques solides et cache, je cite, une fraude préélectorale tendant à donner à certains acteurs une victoire électorale inespérée sur tapis vert. Évoquant la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, ainsi que l'article 28 EF du projet de statut de Malabo de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme qui stipule que toute modification substantielle des lois électorales sans consentement de la majorité des acteurs politiques est un fait constitutif du crime de changement anticonstitutionnel du gouvernement. L'opposition non affiliée en vient à la conclusion que le projet de modification du code électoral tel qu'envisagé engagera la responsabilité pénale et l'exclusion électorale de tous ceux qui le soutiennent conformément aux lois en vigueur. Ce qui n'a pas été autorisé à l'ancien régime ne devra pas être accepté pour l'actuel régime, mentionne-t-elle. L'opposition non affiliée invite donc dans ces 2 lettres ouvertes le président du Faso et les députés à interrompre le processus en cours et à entamer de larges concertations telles qu'édictées par les textes juridiques. Elle prévient que tout entêtement laisse libre cours aux forces vives de la nation d'user de tous les moyens juridiques, politiques et démocratiques pour arrêter le processus de modification. Sur la route nationale numéro 6, Ouaga-Léo, les machines continuent de vrombir. C'est la course contre la montre. Le respect des délais de bitumage reste un impératif. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, était au constat hier. Près de 80% de taux d'exécution pour un délai consommé d'environ 52%. Justin Amontou. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, aux commandes de ce poids lourd, avec à ses côtés Kanazoé Salifou, le directeur général de l'entreprise EKS, en charge des travaux de la route nationale numéro 6.
Ce 18 août, le ministre et sa délégation sont en visite sur le chantier de cette route qui relie Ouagadougou à Léo, dont la première phase porte sur la route Ouaga-Pont-Nazinon, longue de 56,400 km. Le coût de ce projet est estimé à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Le délai d'exécution de cette voie est d'1 année. Après 6 mois de travaux, le taux d'exécution se situe déjà autour de 79%. Un travail remarquable selon le ministre des Infrastructures. Sur à peu près 51% de délai consommé, nous sommes à un taux d'exécution de 78%. Je vais rendre compte au Premier ministre, suite à cette sortie-là, que nous pouvons être fiers de la mise en œuvre de ce projet qui est important pour le désenclavement de notre pays. Pour nous, le secret est très simple. On a mis des engins performants avec des hommes performants et un personnel adéquat et du matériel adéquat. Sur les 56,400 km de tronçon, le béton bitumineux est mis en œuvre sur environ 48 km. Cette route traverse des communes comme Saponé et Ipelcé. Pour l'équipe en charge du contrôle, les travaux respectent les normes de qualité. Nous suivons cette mise en œuvre de la qualité dès le début, c'est-à-dire les matériaux, la qualité des matériaux. On a fait des essais sur ces matériaux avant de faire la mise en œuvre. Et après la mise en œuvre également, nous suivons pour contrôler, prélever. Par exemple, le bébé est prélevé. Il y a des carottages que nous faisons pour vérifier la compacité et aussi la teneur en bitume. Voilà un peu tous les processus que nous faisons pour s'assurer de la mise en œuvre et de la qualité de ce qui est exécuté. L'aménagement de cette route nationale numéro 6 fait partie du plan de développement du Burkina Faso adopté par le gouvernement afin de faciliter la connexion entre les villes du pays des hommes intègres. C'est un gros bol d'air pour SAP Olympique, la société africaine de pneumatiques qui traîne plus d'1,150 milliard de francs CFA de produits invendus, va pouvoir respirer un peu. Une campagne de déstockage a été lancée vendredi dernier. C'est le fruit d'un partenariat entre le fabricant de pneus et l'Union des vendeurs de pièces détachées de cycle. 889 millions de francs CFA de produits commandés, ce qui représente environ 71% du stock actuel de la SAP Olympique. Voilà qui est concret et qui ramène l'espoir à la société africaine de pneumatiques. Jacob Zango, Soto, Justin Dabilé. En 24 heures, la SAP Olympique a enregistré une commande de 885 millions de francs CFA de produits finis sur un stock de produits invendus de plus de 1,159 milliard de francs CFA. Cette opération a été possible grâce à une campagne de déstockage lancée par la Société africaine de pneumatiques en vue de liquider rapidement ces produits qui connaissent une mévente. Le stock a été dégonflé de 1,359 à 800, avec quand même 500, enfin, il reste encore 500 et quelques millions qu'il va falloir chercher à placer. Mais c'est déjà bon. Voilà, quand vous avez tout ce stock-là, produits en magasin, qui sont de bonne qualité, un système d'entreprise qui fait des produits de bonne qualité, vous avez, mais vous n'allez pas les vendre et vous avez un stock de 1 milliard et quelques. Si un jour, on vient vous dire que on place une commande de 800 millions, ça ne peut que vous réjouir. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, en tant que DG de la SAP, je me réjouis de cette opération. Cette campagne de déstockage a été une occasion pour les vendeurs de pièces détachées de cycles et de cycles moteurs de formuler une batterie de recommandations à la SAP Olympique pour assurer une fluidité du marché. Nous invitons à la SAP, si elle ne veut pas avoir tout le temps ce problème de stock, de produire à tout moment le produit souhaité par la population. Cela va lui permettre de faire au moins un marketing gagnant et non qu'à insister sur les prix. C'est au niveau des prix le plus grand problème qui mine le développement de la SAP ici. Le ministre en charge du commerce a loué le succès de cette campagne qu'il le qualifie d'opération choc, tout en marquant la disponibilité de son département à soutenir la société de pneumatiques. Aruna Kabouré invite les acteurs du secteur à une synergie d'action pour l'écoulement rapide des produits. C'est saluer donc le succès de cette opération et d'encourager les acteurs à continuer à renforcer ce mariage entre le commerce et l'industrie. En ce qui concerne la SAP Olympique, nous avons indiqué la disponibilité du gouvernement à accompagner et la SAP et l'ensemble des industriels pour l'écoulement de leurs produits en travaillant davantage à lutter contre la fraude. Parce que le vrai ennemi dans cette situation, c'est la fraude.
Parce que les productions nationales ne couvrent pas les niveaux de consommation nationale. On devrait pouvoir à la fois liquider nos stocks et bien entendu continuer à promouvoir donc, du commerce qui permet donc de venir combler le gap. Selon le directeur général de la SAP olympique, sa société n'a jamais réalisé en 46 ans d'existence un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA dans un pays où le besoin en pneumatique et chambres à air est estimé en fin 2018 à près de 31 milliards de francs CFA. Cette campagne est la deuxième opération de déstockage de la Société africaine de pneumatique après celle de septembre 2019. Elle se poursuit jusqu'au 31 août 2020. Aujourd'hui, 19 août, le monde rend hommage aux travailleurs humanitaires. Leur contribution est plus que jamais vitale au Burkina Faso. Le pays doit gérer près d'1 million de déplacés internes. Parmi les organisations humanitaires les plus en vue dans le pays, il y a Save the Children. En cette journée dédiée à l'action humanitaire, nous faisons un zoom sur les actions de cette ONG. C'est un sujet de Rémi Lambert-Nébier. Promulguée par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 2008, la date du 19 août est dédiée à chaque humanitaire quelque part dans le monde, travaillant dans des conditions extrêmes et bien souvent au péril de sa vie, mais toujours mû par l'altruisme et le désir d'apporter sourire, joie et espoir à des personnes en détresse. La détresse. Environ 168 millions de personnes seront dans cette situation dans le monde en 2020, selon l'Organisation des Nations Unies. L'aide humanitaire en cette année est alors plus que cruciale pour éviter le péril d'un monde en crise. Au Burkina Faso, la situation n'est pas également reluisante. 900 000 déplacés internes ont besoin d'assistance humanitaire et parmi eux, 60% d'enfants. Des enfants en détresse, mais qui bénéficient de l'aide de Save the Children, principalement ceux de la région du Centre-Nord. En effet, des enfants déplacés et victimes de violences de la région ont retrouvé le bien-être grâce au projet d'alliance humanitaire. Dans ce camp de déplacés internes de Kongoussi, 200 enfants ont retrouvé le sourire tout en renouant avec leur droit à l'éducation. C'est un programme de protection pour les enfants. Il consiste à créer un cadre idéal pour les enfants, pour permettre leur apprentissage à travers des activités ludiques, comme vous le voyez, des activités de socialisation des enfants, pour leur permettre également de se relever des situations qu'ils ont vécues. Il faut se dire que la plupart de ces enfants ne sont pas scolarisés. Et d'ailleurs, même ceux qui sont scolarisés ne dépassent pas la classe de CP2. Donc, nous essayons avec les activités que nous avons ici, nous essayons également de continuer ceux qui ont déjà été scolarisés. Avec les compétences de vie, nous essayons aussi de leur apprendre à compter, à écrire, à dessiner, à colorier, comme vous le voyez avec cette activité. Avant la création de cet espace, les enfants partaient de temps en temps au bord du barrage pour s'amuser et nous avons perdu 3 enfants par noyade. Étant donné également que les mères sont absentes dans la journée, toutes les nuits, on était obligé de parcourir la ville pour rechercher un enfant égaré. Mais depuis la création de cet espace, ils sont sur place toute la journée et on sent qu'ils sont de plus en plus éveillés. À la date de juin 2020, ce sont 54 174 enfants au Burkina Faso qui ont pu bénéficier de l'action humanitaire de Save the Children. Au total, 127 856 personnes ont été réconfortées grâce à cette intervention humanitaire, comme le témoigne ce déplacé interne, un des bénéficiaires de transfert d'argent mensuel de 50 000 francs CFA, octroyé dans le cadre du projet d'alliance humanitaire. Voici, c'était sur ces tentes que nous dormions. Et à chaque fois qu'il pleuvait, l'eau chointait. Mais grâce au projet de Save Children et de l'argent qu'on nous transférait, nous avons systématiquement pensé à nous construire des maisons. Donc à chaque fois qu'on nous faisait un dépôt mensuel, nous partons acheter des matériaux de construction. Il faut préciser qu'on bénéficiait déjà d'une aide alimentaire. Et c'était un avantage. Il y a actuellement plus d'une vingtaine de maisons ici construites grâce au transfert d'argent. Nous sommes toujours 5 ou 6 dans la même maison. Donc nous restons toujours preneurs de toute aide.
instauré pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie en apportant secours aux autres, notamment les 22 humanitaires victimes de l'attaque du Bureau des Nations Unies le 19 août 2003 à Bagdad, en Irak. La journée mondiale de l'aide humanitaire est aussi une journée d'interpellation. En ce 19 août 2020, l'ONG Save Children, présente au Burkina Faso depuis 1982, plaide à l'endroit du gouvernement burkinabé et de la communauté internationale pour un accroissement significatif du financement de la réponse humanitaire. Elle sollicite également la facilitation de l'accès des organisations humanitaires dans les zones concernées et leur présence permanente sur le terrain. Attention, la psychose est peut-être passée, mais la Covid-19 reste une préoccupation au Burkina Faso. La chaîne de solidarité dans la lutte contre la pandémie se poursuit donc. Laborex Burkina et CFAO Motors Burkina offrent au gouvernement un important lot de matériel sanitaire d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Justin Amonto. Du matériel de prise en charge des malades d'une valeur de 60 millions de francs CFA mis à la disposition des agents de santé du centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Ce don du groupe CFAO Motors Burkina, en collaboration avec le grossiste pharmaceutique Laborex Burkina, vise à renforcer la lutte contre le nouveau coronavirus au Burkina Faso. Nous avons opté donc pour la livraison de 2 chambres de réanimation entièrement équipées de matériel high-tech moderne qui vont des respirateurs, des oxymètres, des vidéolaryngoscopes et tout ce qu'il faut pour une chambre de réanimation et prendre en charge un malade correctement. Nous avons pris le temps et avec Laborex, donc, on est allé au bout de ce projet qui, nous l'espérons, offre une vraie opportunité aux malades. Au-delà de la pandémie actuelle, une chambre de réanimation moderne, c'est important pour finalement tous ceux qui sont en détresse respiratoire. Le don est accueilli avec beaucoup de satisfaction et de soulagement par la ministre de la Santé qui pense que la solidarité doit se poursuivre car la maladie reste présente au Burkina Faso. La Covid est la mère d'autres pathologies, donc nous pensons que ce que vous avez donné, ça va permettre d'améliorer la prise en charge à un haut niveau des patients en général. Et donc je voudrais remercier le groupe ici fortement représenté ce matin avec tous les 3 DG et particulièrement Laborex qui a supporté nos besoins au niveau du groupe pour que nous voyions la satisfaction, la matérialisation ce jour. Installé au Burkina Faso depuis 1994, Laborex Burkina dispose de 2 agences de distribution de médicaments au Burkina Faso. CFAO Burkina, quant à elle, est concessionnaire automobiles et motos au Burkina Faso. Et nous voilà à la page invitée de ce 19h30. Le directeur général de BF1 est avec nous. Vous le savez, la télé célèbre son 10e anniversaire cette année. Retour sur 10 ans de combat pour un secteur audiovisuel plus professionnel et économiquement plus viable. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, Caroline. BF1 a 10 ans cette année. Du chemin a été parcouru, on le sait. Mais en attendant de faire le point de ce parcours, dites-nous, quels étaient les objectifs de départ des promoteurs? Eh bien, merci Caroline pour cette opportunité qui m'est offerte à l'occasion de ces 10 ans de m'adresser à l'ensemble des téléspectateurs de la télévision BF1. Il faut dire qu'au tout début, les promoteurs qui se sont mis ensemble se sont dit il faut essayer de créer une chaîne de télévision qui donnerait un visage autre du Burkina Faso. C'est-à-dire voir des jeunes à la charge, montrer un Burkina Faso où les gens étaient effectivement à la tâche, les gens étaient vraiment en train de travailler à développer un certain nombre de sillons. Mais au-delà, l'un des pans importants, c'était de créer de l'emploi pour les jeunes, surtout dans ce secteur audiovisuel, quand on sait que pendant longtemps, le Burkina Faso a été cité comme étant la capitale du cinéma, et qui dit cinéma dit audiovisuel. Donc il fallait créer une entité qui permettrait d'embaucher un maximum. Objectif atteint? L'objectif est atteint. Quand on regarde aujourd'hui l'effectif que nous avons, nous sommes à pratiquement la centaine de travailleurs à BF1 pour un effectif de départ de 30. Quand on se retrouve à 100, je pense qu'aujourd'hui les promoteurs peuvent être satisfaits du taux d'embauche que nous avons. Et que peut-on retenir de cette décennie d'existence de BF1? Beaucoup de choses. Mais avant, donnez-moi l'occasion de dire merci à l'ensemble des téléspectateurs qui ont permis à cette chaîne d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que, comme j'aime à dire,
nos véritables patrons, ce sont nos téléspectateurs. Ce sont eux qui nous permettent de nous ajuster et d'offrir ce qu'il y a de meilleur. Remercier également les promoteurs de cette chaîne, tous ceux-là qui ont eu à l'idée de mettre non seulement sur papier ce projet, mais également de passer à la matérialisation, à la concrétisation. Aussi remercier les travailleurs, l'ensemble des travailleurs de la télévision BF1, qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont fourni beaucoup d'efforts dans ce que chacun avait accompli pour donner à la télévision cette lettre de noblesse. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier tout ce beau monde. Pour ce qui concerne les 10 ans, je peux dire assez rapidement, pour ce qui concerne les grandes dates, il y a non seulement le lancement en 2010, mais également la première fois qu'une chaîne de télévision privée émettait sur le bouquet Canal+. Ça, c'était à partir de 2014. Le rebranding également de la télévision que nous avons connu, où de l'ancien logo n'est passé au nouveau logo, pour impacter également une nouvelle vision pour ce qui concerne la télé. Nous sommes également passés première audience télé. Dans un premier temps, nous étions première audience au niveau des chaînes de télévision privées, mais depuis 2018, nous sommes première audience tout simplement au niveau du Burkina Faso. Ça voudrait dire que nous sommes le média télévisuel le plus suivi au Burkina Faso. Et la viabilité des entreprises de presse au Burkina Faso, on en parle actuellement, ça fait débat. Est-ce que BF1 arrive à tirer son épingle du jeu? Quel est son modèle économique? À ce niveau, il faut dire effectivement que l'ensemble des médias, notamment audiovisuels, sont confrontés à pas mal de soucis pour ce qui concerne la viabilité. Parce que vous savez très bien que le modèle économique des médias, notamment des chaînes de télévision, repose sur la publicité. Et de plus en plus, cette manne publicitaire tend à se diluer. C'est dilué pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui prennent une bonne part de cette manne publicitaire, mais au-delà, vous avez un ensemble aussi de médias qui apparaissent, c'est-à-dire avec la libéralisation de la TNT, nous sommes aujourd'hui à près de 18 chaînes de télévision, les radios près de 300. Eux, les annonceurs qui ne sont pas extensibles à souhait, parce que quand vous prenez les annonceurs au Burkina, à compter 5 gros annonceurs, on a vite fait le tour. Et à ce niveau, justement, on doit se répartir cette manne publicitaire, ce n'est pas évident. Mais pour ce qui concerne BF1, nous pouvons dire, depuis quand même 3-4 ans, nous avons atteint une certaine flottabilité financière qui nous permet justement de faire face à nos dépenses. Mais au-delà, nous faisons la télévision de nos moyens. Ça voudrait dire quoi? On a pas mal de projets, mais c'est au fil des moyens que nous avons que nous déroulons ces différents projets. Donc, au stade actuel, nous pouvons dire que tout se passe bien. En termes de perspective, quels sont les défis auxquels BF1 devra faire face dans un avenir proche et qu'est-ce que le téléspectateur est en droit d'attendre d'elle? En termes de perspective, il faut dire que, vous voyez, les comportements des consommateurs de contenu télévisuel sont en train d'évoluer. De plus en plus, si vous prenez des portables, les portables cellulaires, un certain nombre de supports, on n'attend plus à ce que le téléspectateur soit à la maison en train de suivre sa télé. Il faut lui permettre de suivre sa télé où il se retrouve. Donc, il faut pouvoir délinéariser l'écran télévisuel, de sorte à ce que, à partir de son portable, à partir de son ordinateur, que le téléspectateur puisse suivre la chaîne. Raison pour laquelle, depuis, je dirais pratiquement cette année, nous mettons un gros accent sur la multiplication des écrans télévisuels. Il y a une application bientôt qu'on va lancer. Il y a également le site qu'on est en train de relooker, qu'on devra relancer également. Mais au-delà, en termes de contenu, nous travaillons sur un certain nombre de projets pour, comme nous l'avons toujours fait, répondre aux attentes et aux besoins des différents téléspectateurs en misant sur la proximité. On ne peut pas forcément contenter tout le monde, mais il y a une cible qui nous suit. Et cette cible-là, il faut pouvoir trouver du contenu. Ça peut être du divertissement, ça peut être de l'information, ça peut être des émissions à caractère éducatif. Et en tant que chaîne ayant une responsabilité sociale, on s'est dit également qu'il faudrait pouvoir lancer des projets qui permettent à la jeunesse burkinabé de prendre conscience de son rôle dans le développement de ce pays. Raison pour laquelle récemment, nous avons lancé une émission comme Pépite d'entreprise, qui est une émission de télé-réalité sur l'entrepreneuriat jeune. Donc, ce sont autant de projets que nous aurons lancés dans les jours qui viennent. Merci, monsieur le directeur général, d'être passé pour nous parler du passé, du présent et du futur de BF1. Joyeux anniversaire et beaucoup de réussite pour la suite. Merci, merci à vous.
Quand on sait d'où on vient, quand on sait ce qu'on a traversé et vécu pour être là où on est aujourd'hui, on ne perd pas son temps avec des gens qui ne savent que critiquer dans le seul but de déstabiliser. Car oui, ceux qui ne sont jamais tombés n'ont aucune idée de l'effort qu'il faut pour se relever et se tenir debout. Ces genres de personnes sont à ignorer tout simplement. Je vous remercie de votre attention. À demain, si Dieu le veut.